célèbrent leur révolution, c'était il y a tout juste un an après. Quel bilan? À quoi a mené l'intervention occidentale et arabe? C'est l'occasion de s'interroger sur la situation en Syrie et sur une éventuelle intervention pour faire cesser les massacres. Nous parlerons des Grecs qui en sont à leur énième plan d'austérité. Le peuple est saigné à blanc, le seuil de l'intolérable a-t-il été atteint? Et puis l'actualité française avec l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy. A-t-il réussi ce premier examen de passage, le président candidat? Eh bien, cette semaine, nous sommes avec Sophie Malibaud, bonsoir. Vous êtes adjointe au service international de RFI, Radio France Internationale. Nous sommes avec Angelina Diffley, bonsoir. Angela, pas Angelina. Vous êtes journaliste britannique et vous avez longtemps travaillé pour la BBC. Stéphane Simons, bonsoir. Vous êtes correspondant à Paris pour le site internet de Der Spiegel. Et avec nous, Éric Brunet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes polémiste dans l'émission Carrément Brunet sur RMC, éditorialiste à BFM TV, auteur du livre Pourquoi Sarkozy va gagner, et c'est aux éditions Albin Michel. Il y a tout juste un an, le 17 février, après la Tunisie et l'Égypte, eh bien, c'était au tour des Libyens de Benghazi de s'élever contre leur dictateur, le colonel Kadhafi. Tout comme les Tunisiens et les Égyptiens, le peuple s'est débarrassé de son homme fort. Mais en Libye, cela n'a été possible que grâce à l'intervention de l'OTAN et des pays arabes. Quel bilan un an après? Eh bien, avant de poser la question à nos invités, on va tout de suite retrouver David Thompson, qui est notre envoyé spécial à Benghazi. David, bonsoir. Vous avez couvert pour France 24 toute la guerre de Libye. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est devenu le pays un an après? Eh bien Vanessa, le pays est en train de découvrir sa liberté. D'abord, les nouvelles autorités sont en train de tenter d'asseoir leur légitimité, d'asseoir leur autorité. Surtout, vous savez qu'elle est véritablement contestée par ces groupes rebelles, ces ex-groupes rebelles qu'on appelle désormais milices et qui continuent de sillonner toutes les rues des différentes villes libyennes et spécifiquement la capitale, Tripoli, notamment deux anciens groupes rebelles, ceux de Zintan et de Misrata, deux villes qui ont particulièrement compté dans la lutte contre les forces du colonel Kadhafi. Et aujourd'hui, eh bien, beaucoup de ces touards, ces révolutionnaires, comme on les appelle ici, eh bien, restent à Tripoli avec le risque d'un sentiment d'insécurité parmi la population que créent ces rebelles, puisqu'il arrive assez régulièrement qu'ils s'affrontent, armes lourdes, en plein cœur de Tripoli. Le dernier affrontement remonte d'ailleurs au mois de janvier entre deux groupes pour des raisons assez obscures. Certains ont évoqué une rivalité amoureuse, d'autres une rivalité d'ordre financier. En tout cas, les chefs de ces groupes nous ont assuré, il y a encore cette semaine, qu'ils n'avaient pas l'intention de quitter la capitale parce qu'ils veulent, disent-ils, assurer la sécurité de cette capitale Tripoli. Et puis aussi, ils ne s'en cachent pas vraiment, ils veulent compter par leur présence militaire dans la capitale sur le processus de transition, plutôt la politique libyenne de l'ère post-Kadhafi. Merci beaucoup David Thompson en direct de Benghazi. Éric Brunet, lorsqu'on voit aujourd'hui l'état du pays qui est quand même proche du chaos, quand on voit que les révolutionnaires d'hier sont devenus les tortionnaires d'aujourd'hui, ces milices armées, il en parlait, David Thompson, qui sillonnent Tripoli, est-ce qu'on ne doit pas s'interroger sur l'utilité de notre intervention il y a un an? C'est toute l'ambiguïté, toute l'ambivalence du dispositif. Alors oui, moi j'entends ceux qui disent, oui, alors voilà, cette intervention internationale, à quoi elle a abouti? Regardez, il ne fallait pas y aller. Et puis les autres qui sont au contraire, qui sont réjouis un peu trop rapidement. C'est éminemment ambivalent. Et franchement, je pense à cette phrase de Brassens qui disait ceux qui me gênent, ce n'est pas ceux qui doutent, c'est ceux qui sont sûrs. Moi, je n'arrive pas à être sûr. Je contemple stupéfait chaque jour les actualités qui nous viennent de Libye et je vous avoue que je suis défait, démantelé, parce que je me dis, fallait-il y aller? Oui, non, non, oui. Et enfin, je récuse toute position définitive sur ce sujet parce que c'est d'une complexité terrible. Peut-être que va jaillir de cela, dans les semaines, dans les mois à venir, le ferment d'une démocratie qui va nous réjouir. Et peut-être qu'au contraire, on va plonger dans le chaos. Je pense néanmoins, pour répondre à votre question, qu'il fallait quand même intervenir. Il fallait quand même intervenir, Stéphane Simons. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord, même si notre diplomatie allemande a eu certainement un de leurs moments les plus bas, les plus minables, en ne pas votant
au Conseil de sécurité pour leur intervention. Je suis toutefois convaincu qu'il aurait fallu y aller parce que la situation était intenable avec une suppression qui s'approche de ce qu'on voit des choses aussi en Syrie. Donc même si aujourd'hui, disons, la création d'une démocratie va prendre encore du temps, il suffit de regarder en Égypte, c'est bien pareil. Oui, enfin, en Égypte, il y a quand même eu des élections, en l'espace d'un an, il y a quand même eu des élections. En Tunisie aussi, là, il y a des élections qui sont prévues pour le mois de juin, mais ça risque d'être quand même très, très chaotique. Oui, mais il faut donner le temps au temps. En Allemagne, on n'est pas passé à la démocratie tout de suite. Il nous a fallu 2 guerres. Donc, pourquoi demander plus à la Libye ? Vous êtes d'accord avec ça, Sophie Malibaud? Il fallait intervenir. Surtout le facteur temps. Il me semble de toute façon, quand on est dans un moment de révolution, les choses, tout arrive en accéléré. C'est un moment brutal, extrêmement brutal, après un régime qui a été quand même figé qui a figé les choses pendant plusieurs décennies. Je ne vois pas pourquoi en un an, on aurait aujourd'hui que des motifs de satisfaction. Il y a un moment de déstabilisation énorme. Il ne me semble pas qu'il faille aujourd'hui s'alarmer au-delà et remettre en cause vraiment tout ce qui a été fait jusqu'à présent, même si on peut quand même s'interroger sur le comment. Comment les choses, comment on est intervenu, oui, parce que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'on avait une résolution à la base 1973 qui visait à protéger les civils, et finalement on en est venu à un changement de régime. Oui, mais même sans remettre en cause cet aspect-là, et ce qui est vraiment inquiétant aujourd'hui, je dirais, c'est quand même aussi ce qui se passe dans les pays voisins de la Libye. C'est ça qui me semble, au-delà de la situation intérieure à la Libye, qui effectivement pose problème, mais c'est vrai qu'on va quand même faire des élections en juin, et donc une fois qu'il y aura le début d'un État avec un pouvoir plus légitime que ne l'est aujourd'hui le CNT, peut-être qu'on pourra assister au début de la mise en place des institutions, etc. Ce qui est très inquiétant aujourd'hui, c'est plutôt ce qui se passe quand même sur les marges du côté du Mali. Avec la rébellion Touareg qui revient de Libye. Alors ça, c'est beaucoup plus inquiétant, et c'est là aussi où on peut s'interroger sur n'y avait-il pas des précautions à prendre quand on a vu des colonnes avec des centaines d'hommes armés filer de ce côté-là de la frontière, est-ce qu'il n'y avait rien à faire pour éviter que ensuite le mouvement n'embraye n'alimente ensuite la guérilla et voire plus dans les pays d'à côté? Là, on peut peut-être s'interroger. C'est sur le comment plutôt, à mon avis. Angelina Diffley, est-ce qu'on s'interroge au Royaume-Uni sur cette intervention? Un petit peu, pas beaucoup. Je pense que c'est vu plus ou moins comme une réussite. Et je pense que si on n'avait pas intervenu, on sera là aujourd'hui en train de commémorer un bain de sang horrible qu'on aurait pu éviter peut-être. On dirait ça. Je pense que c'est vu plus ou moins comme une réussite. Naturellement, il y a des critiques. Mais aucune révolution ne se fait sans douleur, sans excès. La Révolution française, toutes les révolutions, il y a beaucoup de temps avant que les gens soient... C'est un passage obligé finalement, d'une certaine manière. Oui, naturellement, c'est un passage obligé. Ils ne sont pas encore au stade de la réconciliation, tout ça, espérant que ça va venir, mais c'est tout à fait... c'est pas étonnant. Bon, on savait un peu que la Libye, ça serait le dossier le plus difficile dans ces printemps arabes, parce que bon, l'expérience démocratique était quasi nulle. Ce qui me paraît, moi, majeur, c'est que faut quand même pousser un petit cocorico, je sais que vous l'avez dit, mais c'était quand même la première guerre de libération nationale hors son territoire à laquelle l'armée française participait depuis le général Lafayette. Donc c'était pas anodin pour nous, dans l'histoire nationale de notre pays, c'est pas anodin. Mais il y a une chose nouvelle, c'est que on a renoncé, nous autres Français et Européens également, à cette espèce d'universalisme généreux, quoi. On va vous libérer et on va vous apporter la démocratie telle que nous la concevons, nous autres Français, telle que la République. Parce que ça, c'est pas une erreur. On a renoncé à ça, et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc maintenant, nous sommes les observateurs d'une chose qui se déroule sous nos yeux, avec des atermoiements, avec des moments difficiles, avec parfois des féministes françaises qui disent « Tiens, nous sommes allés en Libye pour cela !» avec un énorme point d'interrogation. Oui, il y a des moments difficiles, mais je pense que, comme on est tous assez d'accord là-dessus, je pense que va jaillir de ça, comme j'espère, dans les prochains mois, dans les prochaines années, eh bien, encore une fois, les ferments d'une véritable démocratie. Mais il faut être patient.
Stéphane Simons, le détournement de la résolution 1973, et on en parlait tout à l'heure, est-ce que le détournement de cette résolution n'empêche-t-il pas aujourd'hui une intervention en Syrie? C'est à craindre, disons que... Parce qu'on se félicite quand même de ce qu'on a fait en Libye, mais enfin aujourd'hui, les Russes et les Chinois ne veulent pas aller en Syrie parce qu'il y a eu le détournement de cette résolution. Pas seulement, parce que aussi, disons que l'intervention dans un autre pays, pour les Chinois et les Russes, c'est toujours un tabou. Si on se mêle dans les affaires intérieures, comme on dit bien à Pékin et à Moscou, c'est vraiment quelque chose qu'ils craignent, parce qu'à ce moment-là, la communauté internationale, qu'est-ce qu'il va dire prochaine fois qu'il y a les Tibétains ou au Xinjiang, il y a des confrontations, ou qu'en Russie, en Tchétchénie ou d'autres républiques, il y a des confrontations. Alors, ils ont peur qu'on donne la carte verte à une intervention de la communauté internationale au-delà de leur terrain. Peut-être ce dont ils peuvent aussi avoir peur, c'est vu ce qu'on voit aujourd'hui en Libye et le chaos que c'est qu'on retrouve le même scénario en Syrie. Et vu le contexte régional, ça serait explosif, Sophie Malibaud. Oui, pardon. Oui, tout à fait. De toute façon, je pense qu'effectivement, les opérations en Libye ont quand même... on a tordu le bras des Chinois et des Russes à ce moment-là. Ça a été assez évident. Et c'est sûr que ça doit rejaillir maintenant sur la façon de négocier pour les pousser maintenant à trouver une solution en Syrie. Je pense qu'effectivement, il y a eu un précédent totalement pour eux qui pèse sur la situation actuelle. Et pour la Russie, c'est quand même le seul endroit à l'extérieur où ils ont encore une base militaire sur la Méditerranée. C'est quand même d'une importance cruciale. Éric Brunet, vous défendiez tout à l'heure, enfin quand même plus ou moins, vous disiez c'est quand même bien qu'on soit allé en Libye, etc. Il faut aller en Syrie aussi? C'est très compliqué. Oui, mais à chaque fois on dit c'est très compliqué, mais il y a des gens qui meurent à Homs, 26 personnes encore aujourd'hui. J'observe avec attention l'état de l'opinion. J'adore écouter. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, alors c'est compliqué parce qu'il y a le retour du fait religieux dans ces pays libérés par les printemps arabes. Alors que la Syrie, oui, bien sûr, c'est une dictature insupportable, oui. Mais c'est un État laïque, c'est un État organisé, c'est un État où les femmes dans la société civile ont un rôle. Finalement, est-ce qu'il ne serait pas mieux cet État de l'amender en douceur, de le révolutionner en douceur, plutôt que tout casser comme nous l'avons fait, par exemple en Libye? Beaucoup de gens commencent à penser ça. Excusez-moi, je suis très embarrassé. Ça veut dire quoi révolutionner en douceur? Ce que est en train de faire en ce moment le pouvoir, c'est-à-dire dire attention, nous allons désormais, il y a une proposition d'amendements fondamentaux, de nouvelle constitution. Voilà. Donc vous pensez qu'il faut aller dans le sens du pouvoir? Non, c'est pas ce que je dis. C'est que tout ça est terriblement déroutant parce que aujourd'hui, on est extrêmement déstabilisé par ce que nous avons mis en œuvre dans les pays arabes. Et si, mais je le dis avec une immense humilité, et si la solution était... Vous savez, on dit toujours à propos de la Révolution française que s'il n'y avait pas eu la Révolution française, ces avancées démocratiques, nous les aurions connues 20 ou 30 ans plus tard. Bon, ça aurait été un peu lent, mais il n'y aurait pas eu les morts de la Révolution, et ma foi, nous serions parvenus, comme les Britanniques, à une monarchie parlementaire. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais des gens pensent ça. De la même façon, ne peut-on pas penser que la Syrie, dans 15 ans, dans 20 ans, du successeur du dirigeant actuel, pourrait demeurer sans une révolution, pourrait devenir un État démocratique? J'en sais rien, c'est un énorme questionnement aujourd'hui. Pour répondre à votre question, faut-il aller en Syrie? J'ai envie de dire oui, mais il y a quand même le sentiment du deux poids, deux mesures. On est allé en Libye pour protéger les civils et aujourd'hui on laisse mourir les gens. Mais tout ça est totalement incohérent. Mais si nous on pourrait faire quelque chose en Libye, c'est tout à fait différent. En Syrie, c'est une guerre proxy entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Quelque part, il y a beaucoup plus d'enjeux différents qui sont bien plus compliqués à gérer. Ça n'a rien à voir. Oui, d'enjeux régionaux. Il faut ajouter, excusez-moi, que les forces révolutionnaires, entre guillemets, au début, on l'entend, dit surtout pas d'intervention, parce qu'ils voulaient justement n'être pas être vus comme être sur le support, travailler pour l'intérêt des pays occidentaux. Donc ça, aujourd'hui, c'est différent, parce qu'ils réclament quand même des armes et des moyens de communication, mais c'est quand même une aide qui passe un peu inaperçue par la frontière avec la Turquie.
De toute façon, ce qui est incontournable, c'est qu'on doit passer, que les Chinois et les Russes, tout l'effort diplomatique doit être mis sur les Chinois et les Russes, parce que tant qu'ils seront sur cette position-là, et en Libye, ça aurait peut-être été la même chose, s'ils n'avaient pas un peu assoupli leur position, il n'y aurait pas eu le résultat qu'on a eu. Et vous pensez qu'on peut encore les faire plier, les Russes et les Chinois? Je pense que forcément, ils n'ont pas intérêt à ce que Assad poursuive sur la voie sur laquelle il est parti, parce que là, c'est vraiment le bain de sang, c'est vraiment une situation d'urgence absolument extrême. Et regardez le vote qui a eu lieu à l'Assemblée générale de l'ONU, il y a quand même une très très forte majorité. Mais c'est pas contraignant. C'est pas contraignant, mais c'est un symbole très fort. Et je pense que les Russes et les Chinois, pour leur diplomatie, pour le rôle qu'ils pourraient jouer sur la scène internationale, c'est important pour eux, c'est un signal. Et il y a un ballet diplomatique la semaine prochaine. Conférence de Tunis. Syrie. Non, je parle des Russes et des Chinois toujours. Ils envoient mais ils vont aussi à Tunis, les Russes et les Chinois, la semaine prochaine à la conférence de Tunis. Et ils vont aussi à Damas. Et ils vont aussi à Damas. Et côté humanitaire, alors je ne sais pas ce qu'on peut en attendre, mais il faut absolument que ça progresse. Et effectivement, ce n'est pas le temps des réformes. L'annonce par Bachar el-Assad d'un référendum pendant qu'il pilonne la principale ville, Homs, et puis on n'imagine plus négocier aujourd'hui. Cela dit, Chinois et Russes font le pari d'une espèce de relative normalisation qui éloigne un peu Damas des journaux télévisés du soir, oui, parce que tout le monde pour dire dans quelques mois, regardez comme les choses se sont tempérées. Vous voyez, c'est ce qui serait passé certainement en Libye s'il n'y aurait pas eu d'intervention. Kadhafi, dans sa position de force, avec tout ce qu'il est sorti en armement après, avec un peu de temps, il aurait peut-être certainement réussi à calmer le jeu. Et puis voilà, comme vous dites, Eric, c'est bien que ça se passe de la même façon. Ils peuvent, on ne sait jamais, enfin, ils peuvent obtenir de Bachar el-Assad quelque chose que les Occidentaux n'ont pas réussi à obtenir. Pour l'instant, une partie de l'opposition syrienne, qui n'est pas dans le CNS, mais une partie de l'opposition syrienne en dehors du CNS, estime qu'il faut donc négocier aujourd'hui avec les Russes. Et alors, pression des côtés russes, la dernière visite du ministère des Affaires étrangères, c'était pas très promoteur. Absolument. On va faire une petite pause, si vous le voulez bien. On va reprendre dans un instant la deuxième partie de notre semaine dans le monde et nous parlerons notamment des Grecs qui endurent un nouveau plan d'austérité avec cette question: jusqu'où iront les Européens? Et puis Nicolas Sarkozy a-t-il réussi son entrée dans la campagne présidentielle? Voilà les questions que nous poserons à nos invités. À tout de suite. France 24 vous propose Les Observateurs. Un regard unique sur l'actualité, le vôtre. Des photos, des vidéos, des témoignages de nos observateurs au cœur des événements. Vérifiés par les journalistes de France 24 et publiés sur notre site. Les Observateurs, c'est aussi une émission où interviennent nos observateurs par webcam pour vous offrir un autre regard sur l'info. Les Observateurs, un réseau participatif et interactif de 5000 citoyens du monde. Les Observateurs, ce sont eux. C'est lui. C'est elle. Et pourquoi pas vous? Rejoignez-nous sur observateur.france24.com et devenez acteur de l'information. Vous aussi, soyez nos yeux aux quatre coins du monde.